BDO. Avec mes cousins, on se répartissait le monde. On a mal servi 10% de nos clients et on n'a pas tout de suite communiqué en interne l'ampleur des difficultés qu'on rencontrait. On a compris que la transparence, il fallait qu'elle soit complète pour que chacun puisse vraiment s'investir de manière la plus efficace possible. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité exceptionnelle du monde des affaires, Nathalie Bala, connue notamment pour avoir été l'artisan avec son associé Éric Courteil du redressement du groupe La Redoute, groupe qu'elle a quitté en 2022. Nathalie est aujourd'hui administratrice pour de grandes sociétés, notamment Criteo et Edenred, investisseuse, considérée par le magazine Forbes comme l'une des femmes les plus influentes du monde des affaires, honorée en tant que chevalière de la Légion d'honneur en 2021. Nathalie est une source d'inspiration pour de nombreux leaders et c'est donc un honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nathalie, donc tu es née à Saint-Germain-en-Laye, d'une mère allemande et d'un père hongrois, et j'ai lu notamment que ça avait été, dans une précédente interview, assez clé et assez déterminant dans ta vie future. Tu peux nous dire un petit peu plus sur tes origines ? Oui, je pense que ça m'a marqué dans la mesure où mon père a quitté la Hongrie en 1956. Donc il a quitté tout, son pays, sa famille, ses amis. Il est parti avec un manteau dans lequel il y avait 2 Napoléons d'or cousus au cas où. Et il nous a montré que pour avoir accès à l'éducation, à une vie meilleure, on pouvait tout laisser tomber, qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour être heureux, que c'est l'éducation qui comptait et finalement ce qu'on faisait de sa vie qui comptait. Et d'ailleurs, à 80 ans, il nous a, à son anniversaire, il nous a offert à chacun d'entre nous, mon frère et moi, chacun un Napoléon d'or. Donc il n'a pas dépensé ses Napoléons, il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Et il a reconstruit sa vie en France, où il a rencontré ma mère, donc qui est allemande. C'était prégnant dans ton éducation, en fait, dès le départ, tu avais cette philosophie de Oui, vie, là. c'est ça, en fait. Je pense que ça a été très, très fort. En fait, on nous a toujours appris qu'il fallait qu'on soit indépendant, qu'on ait une bonne éducation, qu'il était important de bien travailler à l'école et surtout l'indépendance. Le fait d'avoir sa liberté, son indépendance, ça a toujours été le refrain qu'on entendait quand on était petit. Donc, mon frère est devenu indépendant, il est architecte et moi, ma vocation était aussi d'être indépendante et entrepreneur et d'avoir ma propre entreprise. Alors, merci beaucoup parce que tu fais une parfaite transition. J'allais te dire, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, en fait ? En fait, avec mes cousins, on se répartissait le monde. Donc, moi, c'était le retail qui m'intéressait à l'époque. Et donc, la logique a voulu qu'après l'université, je rejoigne une école de commerce. Donc, effectivement, tu es diplômé de l'ESCP, tu as un doctorat en sciences économiques et financières. Comment s'est passé le début de ta carrière, là, entre le moment où tu es diplômé, enfin, tu as commencé par quoi ? Donc, j'ai fait un doctorat à l'université de Saint-Gall en finance. Donc, j'ai commencé chez PricewaterhouseCoopers en parallèle, en fait, de l'écriture de mon doctorat. Voilà, encore une consoeur qui a eu une grande réussite derrière. Voilà, je le précise à chaque fois que j'ai quelqu'un qui a démarré dans un cabinet d'audit et de conseil. Donc, d'accord, ok. Disons que la finance, c'est quand même la manière de traduire la vie de l'entreprise en chiffres. J'ai toujours été très, très bonne en maths en plus, donc ça m'amusait. Mais je trouve que la vie de l'entreprise, elle se traduit en chiffres, en KPIs, et c'est ça qui te donne les effets de levier. Et c'est pour ça que j'ai choisi finance, sachant que je voulais faire du retail et que je voulais en fait avoir ma propre entreprise. Donc, dès le SCP, en fait, tu savais que l'objectif derrière, c'était de te former pour être entrepreneur derrière. Voilà, tout à fait. Intéressant. Et sur ce côté de la finance, j'avais Virginie Calmels dans un précédent épisode qui, elle aussi, a commencé dans un cabinet d'audit et qui disait que finalement, elle avait estimé qu'il valait mieux faire de la finance et puis ensuite se former aux autres métiers de l'entreprise plutôt que l'inverse. Donc, toi, tu rejoins un peu ça. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance de rejoindre une entreprise allemande ensuite qui propose une forme d'apprentissage, en fait, haut de gamme. Et donc, j'ai pu apprendre à connaître tous les secteurs de l'entreprise en rejoignant Quell à l'époque et en ayant un programme d'intégration, d'apprentissage pour les potentiels, et ce qui m'a permis d'apprendre à connaître tous les métiers de l'entreprise et en plus de me créer un réseau de dingue dans l'entreprise.
Qu'est-ce que faisait la société là? Alors c'était de la vente à distance aussi. Vente en ligne aussi. Ouais, D'accord, donc tu es tombé dedans dès le départ. Donc parcours très cohérent. Et donc tu disais tu as bénéficié d'un programme au potentiel où tu fais différentes fonctions, etc. Ouais, beaucoup de grandes entreprises proposent ça. Oui. Ça a été clé effectivement dans ta formation après derrière. Ah ouais, ça a été clé. Je suis passée par la finance bien sûr, mais j'ai découvert en fait tous les secteurs de l'entreprise et ça m'a permis de comprendre comment l'entreprise fonctionnait, comment les gens fonctionnaient dans l'entreprise et de me créer un réseau qui m'a été très utile ensuite pour progresser dans l'entreprise. Donc, tu as progressé dans cette entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, alors après, voilà, j'ai pris de plus en plus en fait de responsabilités. J'ai commencé par les achats et le marketing dans une filiale, et puis j'ai fini patronne de l'international, membre du COMEX du groupe. Si on en arrive à la Redoute, forcément, tu t'imagines, on va passer un peu de temps un peu dessus. Donc, tu arrives directement en tant que directrice générale, recrutée par l'actionnaire principal. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher chez toi? En quoi tu avais le profil et comment ça a fonctionné avec eux dès le départ? Alors, je pense que ce qui les a intéressés, c'est que j'avais l'expérience, que je connaissais le secteur de la vente à distance, que les Allemands avaient déjà en fait entamé des transformations, notamment la transformation digitale avant en fait nombreux acteurs français. Donc du coup, j'avais déjà l'expérience en fait de la transformation digitale d'une entreprise de vente à distance. Et je pense que en fait le projet à l'époque, quand j'ai été recrutée, c'était de sortir la Redoute et Red Cat, qui était la holding qui détenait en fait la Redoute du groupe PPR à l'époque, aujourd'hui Kering, parce que PPR voulait se recentrer sur le luxe et le lifestyle et céder toutes ses activités en fait grand public. Et donc en fait, je pense que ce qui les a intéressés dans mon profil, c'est que justement, je voulais faire partie d'une aventure entrepreneuriale et que j'étais prête à accompagner la sortie de la Redoute du groupe PPR à l'époque. Sachant que PPR, c'était Pinot Printemps Redoute. Quelle était la situation de la Redoute quand tu arrives? Alors, je m'attendais déjà à une situation qui n'était pas optimale parce que l'entreprise avait pas vraiment démarré sa mutation. Mais quand je suis arrivée à la Redoute, ça a vraiment été une forte surprise parce que il s'est avéré que les process, les systèmes n'avaient pas été adaptés en fait au digital et qu'on était vraiment sur un système de batch, un système en fait qui avait essayé de transposer la vente à distance par catalogue sur en fait le digital, mais pas du tout avec les bons codes. J'avais fait toute ma carrière en Allemagne, l'entreprise en fait qui s'était complètement digitalisée. On avait, je dirais, la base en fait de ce qui fait une entreprise efficace. Et là, à la Redoute, en fait, j'avais un bricolage de choses en fait modernes, mais qui avaient été mise sur en fait un socle antique et donc du coup qui ne fonctionnait qu'à moitié. Et puis notre compétition, c'était pas les trois Suisses, c'était Amazon, c'était Zalando, des entreprises qui étaient bien en avance sur nous. Digital native voilà, avec un niveau de process qui était complètement différent. Exactement. Comment tu as géré cette surprise-là? Je trouve ça assez intéressant finalement, parce qu'on te vend un projet, tu arrives, tu découvres une situation qui, j'imagine, a dû quand même te heurter. Tu t'es pas dit à un moment donné comment je vais faire? Enfin, est-ce que tu as douté? Est-ce que tu as regretté le choix? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, alors moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, c'est-à-dire que j'ai fait un constat quand même assez, on peut dire dramatique, parce il fallait vraiment tout refaire. C'était de la politique commerciale, en passant par la digitalisation en fait du marketing, mais finalement la digitalisation de toute l'entreprise et donc une énorme transformation. J'y suis allée de manière assez pragmatique et progressive en me disant qu'est-ce que je change en premier et qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Et je pense que c'est ça qui nous a différenciés à l'époque des trois Suisses. Moi, je suis partie de la base, c'est-à-dire c'est quoi la marque et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que cette marque puisse en fait correspondre aux attentes des clients et à l'évolution des usages des clients. Et donc, on a commencé par un travail de repositionnement de l'offre, de l'évolution du marketing vers un marketing plus digital. Et on a commencé à transformer progressivement l'entreprise en passant d'un catalogue de 1200 pages à d'abord 1000 pages, ensuite 700 pages, ensuite 400 pages. Et pour pouvoir ensuite abandonner le catalogue, que là, j'ai décrit tout ce qui n'allait pas, mais il y avait une énorme force de l'entreprise, c'est qu'elle savait créer et développer des produits
de marque propre, que ce soit en prêt-à-porter ou que ce soit en maison en décoration. Et ça, c'était un avantage unique, important, par rapport à des boîtes comme Amazon ou comme Zalando, qui étaient quand même essentiellement des distributeurs de marques nationales. Voilà, des marketplaces. Et donc, en fait, j'ai reconnu ce potentiel de dingue et on s'est attelé, finalement, en partant de ce potentiel de dingue, à transformer l'entreprise. D'abord, l'offre, et ensuite tous les autres process, parce qu'il fallait apprendre finalement à travailler différemment. Parce que quand tu commandes, tu développes et tu commandes des produits pour un catalogue, tu as peu de produits et des grandes quantités. Alors que quand tu commandes et que tu développes des produits pour le digital, tu as beaucoup de produits et des petites quantités. Il fallait que l'organisation apprenne à évoluer dans le digital, à construire une offre adaptée au digital et à faire évoluer les budgets d'achat, les relations avec les fournisseurs. Donc, c'est vraiment un process qui a pris un certain temps. Nous, on a commencé à faire évoluer le modèle et ensuite, on a adapté les systèmes IT, les process, logistique, supply, etc. Pour que ça soit cohérent, exactement. Là, tu as déjà repris la Redoute ou c'est vraiment les premiers temps en tant Non, que c'est les premiers DG? temps. C'est les premiers temps en tant que DG, oui. Tu dis que tu as commencé finalement par la marque, l'identité. Pourquoi est-ce que, de ton point de vue, il fallait commencer par ça? La marque, la Redoute, c'était une marque iconique, emblématique, en fait, qui a marqué des générations et des générations. Et donc, elle était déjà très chargée, mais aussi très poussiéreuse. Et tout l'enjeu était finalement de remettre cette marque qui était dans tous les foyers. Tout le monde était attaché à cette marque, tout le monde connaissait cette marque, mais il fallait recharger cette marque, il fallait la remettre dans la rue quelque part, il fallait la remettre dans le quotidien des gens. Et donc, c'est par là que ça commence. Et la marque, c'est quand même le lien avec les clients, mais c'est aussi le lien avec les collaborateurs. Et le fait de redéfinir la marque, de recharger la marque, c'est ça, c'est ce travail commun avec les collaborateurs qui nous a permis de fédérer autour du projet et de mettre l'entreprise aussi en mouvement. Alors justement, j'allais te poser une question là-dessus. Donc tu arrives, nouvelle PDG de la Redoute, tu fais un constat qui est quand même assez dur. Tu lances un plan de transformation majeur. Comment les équipes ont réagi en fait finalement? Alors, ça a dû avoir de la résistance. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'était la difficulté au départ parce qu'en fait, surtout au départ, j'ai pas déménagé ma famille. J'ai laissé ma famille en Allemagne, donc c'était Nathalie Bala, elle arrive pour que en fait PPR puisse se débarrasser de la Redoute et puis ensuite, comme les autres PDG avant elle, elle sera de passage et puis elle repartira, elle nous abandonnera. Et donc il y avait une forte résistance, d'autant plus que les gens étaient depuis des années en fait travaillés de cette manière-là, n'arrivaient pas en fait à s'imaginer ou à se projeter en fait dans d'autres manières de travailler, d'aborder les sujets. Je me rappelle, j'ai visité le site logistique en arrivant. Et j'ai failli m'effondrer parce que le patron de la logistique m'a expliqué que c'était le site le plus moderne d'Europe. Et moi, j'avais vu le site le plus moderne d'Europe qui avait été construit à Leipzig par QL, donc l'entreprise pour laquelle je travaillais, et qui était complètement automatisé, qui fonctionnait en temps réel, alors que le système logistique de la Redoute faisait soi-disant de la livraison en 24 heures, mais finalement arrivait à livrer les clients dans 20% des cas en 24 heures. Mais on vendait ça comme du 24 heures. Donc il y avait vraiment eu tout un travail d'ouverture vers l'extérieur, de faire comprendre que certes la Redoute avait été une très très grande entreprise dans les années 80, 90, mais que depuis en fait le monde avait évolué, qu'il y avait eu l'apparition de Zalando, d'Amazon, de Price Minister, etc. Et qu'il fallait qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui nos process n'étaient plus adaptés et qu'on comprenne et qu'on apprenne en fait des autres. Et ça a été très très compliqué parce que quand on a été longtemps leader avec un succès incroyable, c'est très très dur d'accepter de se remettre en question et de se remettre en cause. Ouais. Et alors, parfois, j'ai un peu brutalisé l'organisation. Par exemple, j'ai demandé un changement. On m'a dit que c'était pas possible parce que le catalogue était déjà sur les rotatives. J'ai dit, je m'en fous. En fait, on arrête les rotatives et on fait le changement parce qu'en fait, c'est le client qui est derrière et on va pas envoyer un truc au client qui ne correspond pas au niveau de qualité et à ce qu'on veut, en fait, apporter au client. Et donc, les gens ont commencé à comprendre que voilà, il fallait y aller. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai voulu aller trop vite et que, en fait, l'organisation n'a pas suivi. J'avais pas pris le temps d'emmener l'organisation avec moi. Et ça a été une leçon très, très importante pour moi, que pour aller vite, il fallait prendre le temps. Très intéressant, celle-là on la retient. Oui. Non, mais c'est vrai, ce que tu expliques est extrêmement intéressant, mais du coup, en quoi ça t'a impacté en fait? Ça t'a bloqué, tu penses, dans certains points? Enfin, Non, ça m'a pas bloqué, ça m'a juste en fait, ça m'a juste fait prendre conscience que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ce que j'avais estimé initialement. Initialement. Et ça m'a été très utile par contre au moment
de la reprise quand j'ai calibré le business plan avec Éric Courteil et l'équipe du comité de direction, parce que j'avais compris que l'organisation avait besoin de temps pour en fait se transformer et pour évoluer. Et du coup, on a calibré les moyens, les ressources en fonction. Tu peux nous expliquer comment s'est passée la reprise, du coup? La sortie de Kering et donc toi, ta reprise avec ton associé. Oui, alors Kering avait décidé de céder la Redoute. Moi, j'étais côté entreprise et pas du tout dans l'idée de reprendre l'entreprise. C'est juste au fur et à mesure des discussions avec les repreneurs potentiels que, en échangeant avec Éric, en échangeant avec les équipes, on s'est dit mais pourquoi pas nous? Et pourquoi on présenterait pas nous, en tant que management, un projet avec des idées assez claires sur justement le rythme de transformation, ce qu'il fallait transformer, etc. Et donc avec Éric Courteil, on a aussi décidé de présenter un projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise n'allait pas bien, qu'elle avait besoin d'être recapitalisée et que, quel que soit le repreneur, en fait, Kering devait recapitaliser. Nous, on a demandé une certaine somme pour pouvoir, d'une part, accompagner le plan social nécessaire pour retrouver en fait un point mort qui permettait finalement de redéployer l'entreprise, et aussi tous les investissements nécessaires pour amener l'entreprise dans le 21e siècle et avoir des process digitaux en temps réel, complètement automatisés. Qu'est-ce qui a été clé dans l'offre que tu as remise avec ton associé? Alors, je pense qu'il y a eu 2 éléments fondateurs. D'une part, le premier où on a proposé d'associer l'ensemble des collaborateurs au capital de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on gardait 51% du capital et qu'on ouvrait 49% du capital à l'ensemble des collaborateurs, parce que Éric Courteil, moi-même et le comité de direction, on était tout à fait conscients que la transformation, on n'allait pas la faire à 2 ou à 10, mais qu'on allait la faire avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc ça, je pense que ça a été assez déterminant. Le fait aussi qu'on dise que pendant 3 ans, on ne se payerait pas de dividendes. Et le deuxième point, à mon sens, c'est que notre projet était vraiment très solide, qu'il a été éprouvé par en fait différents acteurs, les banquiers, les politiques, les différents en fait conseils qui accompagnaient Kering dans la session. Et puis après, il y a peut-être eu aussi un sujet d'image, je dirais. C'est quand même mieux de vendre l'entreprise à ses dirigeants qu'à un fonds de restructuration qui se serait pas embêté sur en fait l'avenir de la Redoute en fait. Tu mentionnes les politiques. Est-ce que l'affaire avait pris une dimension politique? Ah oui, l'affaire était très politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Redoute a longtemps été un des plus gros employeurs du Nord. Parce que la Redoute, au départ, c'est bien plus que la Redoute. C'est la Redoute, Verbaudet, Cyrillus, etc. Ça a un peu évolué avec le temps parce que du coup, le groupe a recentré la Redoute sur la Redoute et Verbaudet, Cyrillus, etc. ont été regroupés sous Red Cat. Mais il faut savoir que la Redoute, c'était jusqu'à 8000, voire 10 000 collaborateurs dans le Nord. Donc, c'était vraiment une entreprise emblématique du Nord. Et le fait qu'il faille réduire les effectifs et accompagner la sortie de certains effectifs, notamment, en fait, pas mal de personnes du site logistique, donc beaucoup de personnes, en fait, avec pas une éducation très forte, souvent des femmes isolés, etc. Il y avait un vrai enjeu social. À bien accompagner ce plan de transformation et à pas laisser trop de gens sur le bord de la route, sans option d'avenir. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes étapes du redressement de la Redoute? Qu'est-ce qui a fait le succès qu'on connaît après, effectivement, la success story du redressement de la Redoute et surtout la manière dont tu l'as abordé? Alors, je pense que ce qui était fondamental, c'est déjà que on ait les moyens nécessaires à faire la transformation. Donc, on parle quand même de 500 millions d'euros. Donc, c'est pas une pacotille. On a été recapitalisé à hauteur de 500 millions d'euros. Ça, je pense que on sera éternellement reconnaissant, en fait, à l'actionnaire sortant Kering de nous avoir donné les moyens de transformer l'entreprise. Ensuite, c'est la bonne équipe. Parce que le succès de cette transformation, il est collectif. C'est pas Nathalie Bala, c'est pas Éric Courteil, c'est pas le binôme, c'est l'ensemble des équipes. Et le fait d'avoir eu une équipe
où le sens de la mission et de quelque chose qui nous dépassait tous, c'est-à-dire il faut sauver la Redoute, et tout ça, ça était plus fort que nous. Chacun était prêt à mettre son ego de côté et être très, très, très humble par rapport à ça pour sauver la Redoute. Je pense que ça a été déterminant. Et c'est pas que le comité de direction, c'est l'ensemble des équipes. Et ça, ce qui a aidé, c'est que, bien sûr, avec le plan social, les gens qui n'y croyaient pas ont pu finalement choisir une option de sortie. Mais ceux qui restaient voulaient la survie de la Redoute et voulaient retrouver la fierté d'avoir un fleuron français du e-commerce qui puisse en fait faire la différence. Et ça, je pense que ça a été très très fort, donc, parce que c'est le ciment en fait qui permet de faire déplacer des montagnes. Et ensuite, je pense que on avait 4 axes très clairs qui étaient d'une part, on continue à s'appuyer sur notre force, c'est-à-dire notre capacité à développer des produits en propre. Ensuite, sur toute la partie marketing, toute la digitalisation avec l'arrêt du catalogue en automne-hiver 2015, le service qui était clé. Comme je disais tout à l'heure, on avait un site logistique qui était soi-disant le plus moderne d'Europe, mais on arrivait à livrer que 20% de nos clients en 24 heures, alors que l'enjeu, c'était de livrer tous les clients en 24 heures, voire le jour même. Donc, on a investi dans une politique de service digne de ce nom, et en mettant en place un entrepôt complètement automatisé et qui fonctionnait en temps réel. Donc, la commande rentrait en 1h30. En fait, elle ressortait de l'entrepôt et elle était remise soit à la poste, soit à relais colis, etc. Et le dernier volet, qui était le volet humain, avec l'ouverture du capital à l'ensemble des collaborateurs, donc y compris ceux qui partaient et qui prenaient le plan social, plus en fait... Ça, c'est assez unique, pardon, je t'interromps là-dessus, mais effectivement, tu me l'avais expliqué. Mais donc, pour être bien sûr de bien comprendre, en fait, les personnes qui profitaient du plan social avaient le droit de réinvestir. Oui. Ouais, j'ai pas connaissance de beaucoup de boîtes qui non, mais c'était parce que pour nous, c'était clé finalement qu'il y ait une acceptation de ce plan social. Des gens étaient très, très attachés à l'entreprise. Et finalement, si quelqu'un voulait bénéficier finalement du fruit du retournement, mais avait un intérêt finalement à partir, c'était gagnant-gagnant pour nous comme pour eux. Oui, c'est smart. C'est smart. On connaît le succès, donc effectivement, du redressement, avec effectivement la sortie et le fait que tu l'as bien précisé, la valeur a été partagée entre tous, les actionnaires, les salariés et donc même ceux qui avaient accepté le plan social. Dans les facteurs clés qu'on évoquait, il y a le fameux binôme que tu formais avec Eric. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça fonctionnait concrètement? Pourquoi est-ce que vous avez mis ça en place? Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Et en quoi est-ce que ça a vraiment contribué au succès du redressement? Oui, alors je pense que le binôme, ça a vraiment été une force incroyable. En tout cas, pour nous, ça a marché. Je pense que déjà, l'avantage de ce système, c'est qu'on demandait énormément d'efforts à l'ensemble des collaborateurs et qu'on a montré qu'à la tête de l'entreprise, on était prêt aussi à faire des efforts, puisque moi qui étais seule PDG de l'entreprise, j'étais prête à partager le pouvoir avec Éric Courteil, et Éric Courteil de même était prêt à partager en fait le pouvoir avec moi. Je pense que ça, c'était assez fondateur dans la mesure où on demandait à tous les métiers de se remettre en question, de se transformer. Finalement, nous, à la tête de l'entreprise, on était aussi prêts à se remettre en question et à se transformer et à changer notre manière de fonctionner. Le fait est que Éric Courteil et moi, on se connaissait déjà avant, qu'on s'appréciait et qu'on a passé du temps aussi ensemble avant de décider de se lancer dans ce projet de dingue, en évoquant les choses qui comptaient pour nous, les valeurs, la manière dont on envisageait la manière de fonctionner ensemble, etc. Et le fit a toujours été là. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important. Ne peut pas être binôme n'importe qui. Je pense qu'il faut quand même avoir un binôme où on se sent à l'aise, où on est confiance, on partage les mêmes valeurs, la même envie de gagner. Et il y a plein de choses comme ça qui nous ont vraiment soudés. Et je pense que moi, le fait que j'étais PDG, j'avais pas trop envie en fait de dire en fait je lâche, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, la finance et le marketing pour qu'Éric puisse en fait reprendre la finance et le marketing. Et Éric avait pas envie d'être sur le siège en fait du passager. Il avait aussi envie d'être copilote puisqu'on avait décidé d'être coprésident. Donc on s'est dit le plus simple, c'est finalement de ne rien de se répartir, comme tu l'as dit, et de prendre toutes les décisions ensemble. Donc ça n'a pas été... On a mis un certain temps pour en arriver là, et le fait est qu'on a été beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace comme ça, parce que toutes les décisions ont été regardées à l'aune en fait de nos 4 yeux. Je pense qu'on a pris des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides, et ça a en quelque sorte aussi renforcé
l'ensemble de l'entreprise et comment dire, on s'était sécurisé en forme de gouvernance parce que on aurait pu aussi ne pas être d'accord sur certains sujets. Donc, on avait mis en place un conseil de surveillance au cas où, en fait, on ne serait pas d'accord et il fallait nous départager. Un arbitre. Voilà, on n'a jamais eu besoin de... c'est ce que j'allais te dire. C'est déjà arrivé, ça? Non, on n'en a jamais eu besoin. Voilà, on avait pensé le système jusqu'au bout en se disant, voilà, un binôme, par définition, ça peut se friter. Le fait est qu'on ne s'est jamais frité, mais on a eu ce merveilleux conseil de surveillance qui nous a super bien accompagnés, donc à prendre un peu de hauteur stratégique parce qu'on peut très rapidement être happé par le quotidien. Donc ça nous a servi, mais d'une autre manière que ce qu'on s'était imaginé au début. Et donc tu vois très, très concrètement, ton point avec le DAF, ton point avec la DRH, vous étiez systématiquement là, tous les deux? Non, alors sur les one-to-one, en fait, c'est moi qui assurais les one-to-one avec l'équipe, hein. Mais par contre, on avait un comité de direction, on y assistait tous les deux. Sur tous les projets stratégiques, on était dans le comité de pilotage tous les deux et en fait, on passait en revue tous les deux les projets stratégiques, toutes les sessions budgétaires, toutes les sessions, je dirais, d'animation de l'ensemble des équipes. On était toujours à deux. Mais on avait repris une deuxième entreprise qui s'appelle Relais Colis. Et donc, les one-to-one de Relais Colis, c'est Eric qui les assurait. Donc, c'était bien pratique d'être à deux. On se répartissait ces sujets-là, on se les répartissait. Mais par contre, toujours en parfaite symbiose et en accord. Donc, on passait énormément de temps ensemble à se mettre d'accord, à échanger sur les sujets, à s'accorder pour que, quand moi j'étais en one-to-one, je savais que je parlais au nom des deux et que je parlais pas juste au nom de Nathalie, que Eric ensuite serait pas satisfait parce qu'en fait, j'aurais pas pris en compte sa vision des choses ou quoi que ce soit, quoi. Et ça, les équipes l'ont bien compris, l'ont bien accepté? Alors, ça a mis du temps ça a mis un peu de temps et je pense que pour le comité de direction, c'était hyper challengeant parce que quand on est deux, par définition, c'est toujours un peu imprévisible. Il y en a une fois un qui est bad guy et l'autre good guy. Ensuite, c'est l'autre qui est good guy et bad guy. Et je pense que c'était beaucoup plus exigeant pour le comité de direction. Ouais, parce que tu vois, moi, j'ai un exemple chez nous, hein, globalement. Il y a certaines fonctions, on aurait bien dit, finalement, on les rattache au directoire. Parce que... Mais on voit que c'est quand même complexe pour les personnes en question de dire, oui, d'accord, mais c'est qui dans le directoire? À qui je reporte? Qui fait mon évaluation? Qui valide ma prime de fin d'année? Qui gère ma carrière? Enfin, le fait de ne pas avoir une tête officialisée crée un peu d'incertitude, un peu de flou. Oui, alors ça, nous, on a un peu joué aussi sur le flou. Une entreprise, c'est un écosystème qui rentre en déséquilibre, qu'il faut rééquilibrer. Et finalement, par définition, quand tu transformes, tu traverses beaucoup de déséquilibres. Nous, on n'aimait pas les certitudes. Parce que finalement, quand tu dois transformer, tu dois toujours en permanence te remettre en question. C'est la force du binôme aussi, c'est de réussir à se remettre en question. Parce que seul, on peut rapidement avoir pas mal de certitudes. Et on a aussi entretenu ce mouvement et cette incertitude par le binôme, en quelque sorte, hein. Je vois bien, effectivement, tu peux jouer en te disant, en tirer tous les bénéfices de certaines situations. Sur ce sujet du sens que tu as mentionné à plusieurs reprises, tu sais à quel point moi je suis convaincu sur le côté donner du sens et effectivement clarifier une mission, hein, c'est la raison pour laquelle on est devenu société à mission. Je dirais néanmoins, quand je regarde la Redoute et la mission, quand tu l'exprimes, je dirais entre guillemets, ça fait un peu, pas mission facile, mais tu vois, je pense que c'est facile d'embarquer les gens en leur disant, finalement, la Redoute était effectivement une marque et une société qui était emblématique. Elle a un sujet de pérennité, donc oui, notre mission est de sauver la Redoute. C'est super comme mission, en fait, finalement. Est-ce que tu penses que dans un autre cas, tu aurais abordé le problème de la même façon? Tu vois, une société qui a des difficultés en redressement, qui n'a pas forcément cet historique, etc., tu aurais là aussi travaillé sur le sens, la mission, enfin. Oui, je pense que c'est essentiel parce que en fait, il y a eu un moment où heureusement on est arrivé dans une zone où finalement la survie de l'entreprise n'était plus en jeu et donc du coup on a aussi à ce moment-là les équipes se sont retournées vers nous, on dit mais c'est quoi maintenant le sens et la mission? Et tu sens on a senti et on a compris que nous, ça nous suffisait en quelque sorte comme mission, mais que ça ne suffisait plus aux équipes
et on a retravaillé, notamment avec les jeunes de l'entreprise, sur la mission, parce qu'en fait, ils nous ont dit, mais nous, on a besoin en fait d'un truc qui nous dépasse le matin pour se lever, pour avoir envie de venir travailler. Ça ne nous suffit pas finalement d'avoir la Redoute, de se dire qu'on a sauvé la Redoute et que là, on va continuer à développer la Redoute. On veut le sens ultime de ce qu'on est en train de faire. Et donc, on a travaillé sur cette mission qui était embellir la vie des familles et qui a réussi de nouveau à fédérer l'ensemble des collaborateurs et à donner du sens au quotidien à l'ensemble des collaborateurs, parce que chacun se disait, OK, moi, ce que je fais, est-ce que ça contribue à embellir la vie des familles et de mes clients, ou au final, est-ce que ça fait pas la différence? Et dans ce cas-là, je dépriorise et je priorise quelque chose qui contribue à embellir la vie des familles. C'est très intéressant, et donc avec le succès qu'on connaît tous, à savoir à la fois le redressement et puis donc la sortie avec une valeur qui a été partagée par l'ensemble des parties prenantes. Maintenant que tu as un petit peu de recul sur le sujet, moi ce qui m'a un peu interpellé, c'est le côté un peu combattant qu'on voulait gagner. C'est quelque chose que tu as toujours eu, toi, en tant que dirigeant. Tu penses que c'est une des qualités du dirigeant? Ouais, moi je pense que le dirigeant, ou en tout cas un entrepreneur, c'est celui qui voit un problème, identifie la solution, et quelles que soient les difficultés qu'il rencontre ou qu'il rencontrera, envers et contre tout, ne lâchera pas son objectif. On est très différents, Eric et moi, mais sur cet aspect-là, tout nous ralliait, tout nous rassemblait. Je pense que ça, c'est hyper important. La résilience, on est toujours des gros bosseurs, et la discipline, le travail, en fait, en gros, t'as rien sans rien, quoi. Si tu bosses pas comme un malade, en fait, en gros, jour et nuit, on était au service de cette mission qui nous dépassait, et on lâchait pas tant qu'en fait on n'avait pas atteint notre objectif. Et voilà, on avait beaucoup de discussions, on se remettait énormément en question pour mettre bien les bonnes ressources, les bons moyens pour atteindre cet objectif. Puis après, il y a un truc aussi qui assez similaire, c'est rien n'est acquis. Moi, ça me rendait dingue quand quelqu'un me disait, mais on a toujours fait comme ça, ou c'est comme ça. C'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi ça a à être comme ça? Ça peut être aussi autrement. Et puis, je vais te montrer que ça demande peut-être un peu plus d'efforts, mais au final, ça sera beaucoup mieux pour l'ensemble des collaborateurs et pour les clients. Donc, on va faire autrement. Et alors ça, Eric, il est effroyable là-dessus. C'est-à-dire que tu dis un truc, par définition, principe, il dit l'inverse, voilà. La success story, enfin, on peut appeler ça une success story, effectivement, ton histoire, et on en parle beaucoup, est qualifiée quand même comme une aventure entrepreneuriale exceptionnelle et un véritable succès. Tu l'as un peu touché du doigt, mais notamment quand t'es arrivé dans la Redoute et que t'as fait le constat, mais globalement, les dirigeants, et moi le premier, je pense quand on prend la parole, c'est toujours pour dire qu'on est parfait. Globalement, on a toujours fait plus 10, on met en avant quand même toutes les réalisations qu'on fait, et on cache un petit peu le côté, les doutes, les erreurs, les choses qui vont pas forcément comme on le voulait. Est-ce que toi, il y a des choses où tu te dis, là, j'aurais vraiment pas dû faire comme ça, des erreurs dans ta carrière de dirigeante, et quel est l'enseignement par rapport à ça, s'il y en a eu? Oui, alors quand on a lancé notre nouveau site logistique complètement automatisé en temps réel, etc., ça a été la cata. On a mal servi 10% de nos clients et on n'a pas tout de suite communiqué en interne l'ampleur des difficultés qu'on rencontrait. Alors, d'une part, parce que nous-mêmes, on n'avait pas compris l'ampleur, et d'autre part, parce qu'on s'était dit, on va réussir à résoudre, et puis voilà, ça va se passer. Et ça, on nous l'a reproché. On nous a dit, écoutez, quand il y a un truc qui va pas, on doit savoir que ça va pas. Comme ça, on peut aider à contribuer à ce que ça aille mieux. Mais le fait de pas savoir, de l'entendre finalement par nos amis qui sont clients de la Redoute, qui ont rencontré des difficultés, etc., et ne pas avoir les infos en interne, ça nous a été reproché. Et ça a été une vraie leçon pour nous. C'est-à-dire qu'après, on a été beaucoup plus ouverts sur les difficultés qu'on rencontrait, pourquoi on les rencontrait, et comment en fait chacun pouvait contribuer à résoudre ces difficultés. Mais on a compris que la transparence, il fallait qu'elle soit complète pour que chacun puisse vraiment s'investir de manière la plus efficace possible. Donc la transparence dans les décisions. Moi, j'ai souvent tendance à dire à mes associés, à mes équipes, ça arrive à tout le monde de faire une erreur, mais il n'y a rien de pire que d'essayer de la cacher, quoi. Autant dire qu'on a eu un problème et puis on essaie de trouver une solution. Mais... Alors là, on n'essayait même pas de la cacher. On n'a juste pas communiqué en interne qu'on avait cette difficulté, mais les collaborateurs s'en sont rendus compte et ont eu l'impression finalement qu'on leur cachait quelque chose. C'est même pas le fait de vouloir cacher. C'était juste le fait qu'on communique pas. Et je pense que ce que tu disais, on a tendance à communiquer sur les trucs qui marchent et pas sur les trucs qui ne marchent pas. Et c'est là où on a compris qu'il fallait aussi
aussi qu'on communique sur ce qui ne marchait pas, parce qu'il y avait une attente des collaborateurs pour pouvoir mieux s'impliquer dans l'entreprise. Oui, et comment est-ce qu'on allait corriger? Oui, voilà. Ok, je vois. Alors, du fait de ces grands succès, tu as eu un certain nombre de distinctions, hein, je le disais, femme la plus influente du monde des affaires, le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires et la nomination comme chevalière de la Légion d'honneur. Est-ce que tu avais conscience, quand tu as quitté la Redoute très récemment, de ce que tu avais réalisé et des distinctions que tu allais en avoir et de l'aura finalement que tu allais avoir, et comment est-ce qu'on le gère, ça, après? Je pense qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on était en train de réaliser. Alors, bien sûr qu'on était porté par quelque chose qui nous dépassait, on avait envie de réussir, etc. Mais on avait envie de réussir parce que cette marque nous était importante, les collaborateurs nous étaient importants et on voulait pas que la Redoute disparaisse du paysage. Et on pensait que la Redoute avait sa place dans le paysage. On n'a pas fait ça pour notre gloire personnelle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur l'extérieur et du regard que les autres m'apportaient quand on est sorti et que du coup on était un peu plus ouvert sur l'extérieur. Donc là, j'ai parlé avec un peu plus de personnes extérieures à l'entreprise et je me suis rendu compte finalement de l'image qu'on renvoyait et de la force aussi de la marque, parce que finalement, je pense que la Redoute y était pour beaucoup. Et là, aujourd'hui, voilà, avec un petit peu plus de recul, donc on disait, tu as des activités, tu es administratrice, tu es investisseuse également. Les gens continuent de te parler, et c'est quelque chose, enfin, tu es toujours très sollicitée sur ces sujets. Ouais, je suis énormément sollicitée parce que je pense que la transformation, elle est permanente par définition, avec les enjeux, je dirais, de l'intelligence artificielle et de l'impact. Chacun est confronté finalement à des transformations importante. Moi, je disais toujours en interne, la prochaine révolution de la Redoute, elle sera environnementale. J'avais même pas encore intégré l'intelligence artificielle parce que c'est arrivé la vague, le tsunami est arrivé fin 2022 en fait. J'avais déjà quitté l'entreprise depuis plusieurs mois. Pour moi, les deux transformations fondamentales, c'est ça. Et donc les gens ont compris qu'on avait fait des choses bien dans cette transformation. Ils veulent finalement comprendre ce qu'on a fait et ce qui a fait la différence. Et je pense que voilà, tout le travail sur l'humain a été assez fondamental dans la réussite, parce que la réussite a été collective. Et c'est ça qui intéresse, je pense. Tu vois, encore très récemment, on publiait une étude de BDO France sur les grands enjeux des dirigeants. Et globalement, moi, ce que je dis à mes clients, à nos prospects, à notre écosystème, c'est que les deux grandes ruptures sur lesquelles les entreprises doivent travailler, c'est effectivement la transition écologique et depuis peu, l'IA générative. Enfin, avec ton expérience et aujourd'hui même avec les sociétés que tu accompagnes, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je pense que sur l'environnement, on est mal barré. Parce qu'il y a plein d'enjeux court terme qui sont toujours plus importants par définition ou qui paraissent plus importants et qu'il faut résoudre tout de suite. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Effectivement, oui. Là, en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement. Et effectivement, ça élude un petit peu les enjeux. Oui, voilà, tout à fait. Et par exemple, quand tu regardes l'alimentation, le bio, la consommation du bio a fortement reculé. Et finalement, la solution, ça serait de travailler à un bio plus accessible. Hein. Mais je pense que peu d'entreprises de l'alimentaire travaillent en fait à un bio plus accessible aujourd'hui. Et alors que c'est fondamental, en fait. C'est fondamental dans la mesure où on voit bien le réchauffement climatique, il est là. Il va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et à un moment donné, on voit déjà les impacts que ça a avec les flux migratoires, etc. Parce qu'il y a certains pays, en fait, en Afrique, qui sont déjà beaucoup plus concernés que nous par ces enjeux-là. Tout va changer et on a l'impression qu'en tant que dirigeant, finalement, on se dit, on vit aujourd'hui, on va survivre aujourd'hui et qu'on prépare pas du tout, en fait, le monde de demain alors que c'est le monde de nos enfants et qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et certes, c'est très difficile parce que combiner les investissements nécessaires avec finalement des enjeux financiers court terme, surtout quand on est coté en bourse ou même finalement quand on a des comptes à rendre à son actionnaire, c'est pas évident. Mais le succès de demain, ça sera le succès des entreprises qui auront compris les enjeux et qui apporteront les solutions pour demain, et pas ceux qui continueront à travailler comme aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Et alors l'intelligence artificielle peut être un levier d'efficacité et aider finalement à changer beaucoup plus rapidement les process et les manières de faire. Un exemple
de mon ancien monde, donc celui du retail et du prêt-à-porter, de la maison de la décoration. La difficulté, c'était mais comment on arrive à tracer un produit, comment on arrive finalement à faire cet affichage environnemental pour montrer d'où vient le produit, etc. Et c'est vrai que c'était très difficile parce qu'en fait, il y avait énormément d'étapes. Aujourd'hui, c'est des choses que grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à résoudre de manière beaucoup plus simple que à l'ancienne où il fallait remplir tous les champs, machin truc, etc. Ça prenait des éternités, il y avait toujours une erreur humaine, etc. Là, avec l'intelligence artificielle, on arrive très bien à reconstituer en fait énormément d'informations qui auraient été très très difficiles à reconstituer de manière manuelle entre guillemets. Donc je dirais que pour moi l'intelligence artificielle est aussi une aide ou sera une aide va permettre d'accélérer la transformation environnementale si elle est bien utilisée. Oui, effectivement, enfin on entend beaucoup de craintes autour de l'IA générative, on va être remplacé, etc. Moi, j'avais toujours tendance à penser, et on a fait une réunion d'associés vraiment entièrement dédiée au sujet, que c'était finalement un très bon outil de gain de productivité, enfin, et pour mettre de l'innovation dans l'entreprise et repenser les choses. Mais effectivement, on peut dire ça peut lever certains freins à la transition écologique. Malgré tout, là, ce discours que nous, on porte énormément via notre mission sur, effectivement, les entreprises de demain sont celles qui vont se transformer, et je pense que tout ce que tu viens de partager sur la manière de mener une transformation. Et je pense que peut-être que la transformation que tu as connue chez La Redoute, beaucoup d'entreprises vont devoir mener une transformation de cette taille pour, s'aligner avec les objectifs de la transition écologique. Mais j'ai le sentiment là que depuis quelques mois, quand même, on a plus de mal à convaincre les dirigeants. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un risque quand même d'un retour en arrière sur un certain nombre de sujets? Tu vois, je te sais très investi aussi sur les sujets de diversité, de parité. Là aussi, on a le sentiment que rien finalement n'est trop acquis et que même sur certaines grandes avancées, ça peut très vite se retourner contre nous si on se retrouve face à une crise où finalement la pérennité de très court terme des entreprises est mise en jeu. Ouais, je suis d'accord. Typiquement, la cause sur laquelle moi je suis beaucoup investie, c'est-à-dire le financement à même hauteur en fait des projets portés par des femmes ou co-portés par des femmes. C'est pas le cas aujourd'hui. Très clairement, si. En fait, en gros, on ne progresse plus, voire on est un peu en train de régresser. Il y a une véritable différence aujourd'hui dans la capacité à lever des fonds pour les entrepreneurs selon qu'on est un homme. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui. Alors ça, c'est en fait, on a fait des études avec BCG et Sista sur les entreprises du secteur technologique. On s'est concentré sur la technologie parce que finalement, on se dit que la technologie, c'est les secteurs de demain. Aujourd'hui, tu as déjà beaucoup moins de femmes qui entreprennent. Donc, tu n'as que 15% des femmes qui se lancent et qui vont dans l'aventure entrepreneuriale et qui montent un projet avec des associés. Et ces 15% de femmes ne seront financées qu'à hauteur de 5%. Ne récupèrent que 5% en fait, des financements globaux pour en fait, ces projets dans la technologie, alors que les hommes récupèrent 95% des financements. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'une part, dans le monde de la finance, tu as essentiellement des hommes. Dans tous les comités qui décident finalement des financements, tu as 85% d'hommes. C'est un peu naturel, il y a un biais, tu as plutôt tendance à soutenir des projets de gens qui te ressemblent, hein, et donc des projets d'hommes. Les questions qui sont posées aux femmes et aux hommes ne sont pas du tout les mêmes. Les questions posées aux femmes sont beaucoup plus défensives, hein. Les questions posées aux hommes sont beaucoup plus offensives. C'est assez dingue. Il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont étudié ça. Et donc, nous, l'enjeu avec Sista, c'est de sensibiliser en fait les fonds, de les inciter à recruter plus de femmes, de leur faire prendre conscience de ces biais et finalement de les inciter à poser les mêmes questions aux femmes qu'aux hommes, en quelque sorte. Puis après, il y a aussi un autre sujet qui est le sujet de la confiance. Le biais de la société, c'est qu'on fait moins confiance aux femmes. C'est pour ça que les filles réussissent moins bien en maths. C'est pas parce qu'elles sont plus bêtes ou moins matheuses, c'est juste parce qu'on leur fait moins confiance dès la petite enfance d'être bonnes en maths. Et donc, par définition, on entretient finalement le fait que les femmes ne font pas plus de carrière scientifique, pas plus de maths, qu'on ait l'impression qu'elles soient moins bonnes en maths en fait que les garçons. Donc il y a plein de choses comme ça où on a des biais, où en fait nous, avec l'association, on essaye de sensibiliser, de débiaiser entre guillemets. On a travaillé avec le CNRS sur en fait un questionnaire pour justement que les entreprises puissent demander à leurs collaborateurs de
répondre à ces questions et de se rendre compte en fait des biais qu'ils ont et puis du coup d'apporter des réponses à ces biais. Mais oui, le problème c'est que quand tout change, quand l'environnement est assez challengeant, les gens ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes et finalement à revenir en fait à leurs habitudes les plus profondes. Et du coup, le risque, comme tu disais, c'est que tous les changements initiés soient remis en question et finalement qu'on n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaite sur les sujets. Est-ce que tu penses que finalement le rôle du dirigeant aujourd'hui, il est presque politique? Pour moi, il est éminemment politique. Et en fait, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont aussi liées au fait que la classe moyenne disparaisse, que la plupart des gens s'appauvrissent et que certaines personnes s'enrichissent de manière très très forte. Ces écarts font que il y a une polarisation, il y a ce retour finalement au protectionnisme, qu'on rejette ce qui est nouveau, on rejette ce qui est très étranger, alors que finalement c'est de la richesse. C'est de là que l'innovation vient d'ailleurs. Et pour moi, oui, le rôle est éminemment politique. C'est pour ça avec Eric, quand on a décidé d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs, c'était une décision éminemment politique. On voulait que chacun participe en fait à une juste mesure et que chacun s'investisse, c'est-à-dire que chacun a dû acheter des actions, c'est-à-dire on a comme conclu un pacte avec les collaborateurs, chacun a investi en l'occurrence beaucoup d'énergie, mais aussi un peu d'argent. Et en retour, en fait, il y a eu bien sûr la reconnaissance du succès, plus en fait une reconnaissance financière lorsqu'on a réussi à céder l'entreprise et valoriser finalement les efforts réalisés ensemble. Je pense que ça, c'est éminemment important et qu'il faut, en tant que société, on a un rôle à jouer et que ces écarts en fait de salaire, ces écarts de traitement, on a un rôle pour les réduire et pour avoir une société où l'égalité des chances est plus forte. Parce qu'on a un intérêt aussi en tant que société. Si on a de la diversité, si on a une égalité des chances, on a plus de chances d'innover et on a plus d'opportunités de faire la différence. Tu vois, sur ce sujet, on est partenaire du sommet de l'inclusion économique. Et sur ce sujet de diversité dans les entreprises, moi, je suis quand même intimement convaincu que si les grandes entreprises, finalement, n'ouvrent pas la voie et ne fixent pas des règles à leur chaîne de valeur, leurs fournisseurs, on aura beaucoup de mal à faire avancer toutes les entreprises. Et deuxième point, que finalement l'État peut faire de la réglementation, mais qu'on peut pas tout régler par de la réglementation. Tu vois, typiquement sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration et demain dans les comex. Voilà, moi à titre personnel, j'étais pas forcément pour, pensant que finalement il fallait pas forcer les gens et plutôt travailler sur le problème de fond et sans faire de la discrimination positive. Bon, même si finalement je conviens que ça a permis d'accélérer beaucoup. Toi, t'étais plutôt pour sur ces Non, ces moi, sujets-là? au départ, j'étais contre. Ouais. Aussi parce qu'en fait, en tant que femme, j'avais pas envie d'être sélectionnée parce que j'étais un quota et que en fait finalement on me reconnaissait pas pour ma valeur et pas pour ce que je pouvais apporter, mais pour en fait le quota que je représentais. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui étaient dans cette situation. Et d'ailleurs, à chaque coup que j'ai eu des entretiens, on m'a fait comprendre que finalement j'étais la femme parce qu'il y avait un quota en fait à remplir. J'ai décliné poliment parce que ça m'intéressait pas d'être la femme quota alibi finalement pour l'entreprise. Et force est de constater que ça a quand même permis d'accélérer les choses, parce que l'argument c'était souvent mais il n'y a pas de femmes compétentes ou il n'y a pas de femmes avec l'expérience, mais comment veux-tu avoir l'expérience si t'as pas accès finalement au siège du conducteur? C'est-à-dire que si on te laisse conduire par procuration, tu peux pas avoir la même expérience. Quand t'as ton permis de conduire, on te laisse en fait à 17 ans ou à 16 ans selon le pays en fait conduire et puis apprendre avec à côté de quelqu'un d'expérimenté et puis tu montes en puissance, etc. Après coup, sincèrement, je trouve que les quotas ont quand même été une bonne chose parce que ça a permis aux femmes d'accéder à ces positions, même si c'était un peu vexatoire de temps en temps, et d'apprendre et finalement de monter en puissance et de pouvoir en fait apporter leur point de vue dans les conseils d'administration et puis bientôt dans les comex. Pour rester et peut-être conclure sur le sujet de la mixité, tu disais il y a effectivement les actions que tu mènes avec ton association sur les fonds, essayer de lutter contre les biais dans la sphère professionnelle, mais donc tu évoquais notamment sur le sujet des mathématiques que finalement le problème il est bien plus profond que ça et on le retrouve finalement dans la petite enfance presque. Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là? Disons que oui, alors tu as un sujet d'éducation déjà à la maison, je pense des enfants, mais comme pas chacun pense de cette manière-là, tu as certains finalement biais qui sont exportés à l'école. Et oui, pour moi, le rôle de l'école publique, il est hyper important à ce niveau-là. C'est là où je trouve, par exemple, que
Le Japon, alors chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a un truc qui est très bien au Japon, c'est que tous les enfants, en fait, doivent faire le ménage dans la pièce d'études, et que ce soit des filles ou que ce soit des garçons. Donc, d'une part, ils apprennent pour respecter l'autre, en fait, il faut laisser sa place propre, et puis en plus, ils apprennent qu'ils doivent contribuer, en fait, à la société en nettoyant leur salle de classe. Et c'est des petites choses comme ça qui font la différence. Là, aux États-Unis, en fait, ils ont des cours de bienveillance. C'est-à-dire, en fait, ils apprennent à être bienveillants les uns avec les autres. Ça peut paraître complètement absurde, mais je pense que c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et je pense que le fait de vivre en société, de bien vivre en société, ça passe en fait, comme en entreprise, par des attitudes, par des valeurs partagées. Et l'école est quand même un endroit hyper puissant pour finalement partager ses valeurs, ses attitudes, et réussir à créer un ciment et en fait un socle social qui permette de vivre dans une société libre et ouverte. Je pense que ce qui est hyper important, et ça dans l'école française c'est pas suffisamment représenté, c'est la culture de la discussion. C'est-à-dire, en fait, j'ai un point de vue, tu as un point de vue, mais je t'écoute quand même, et j'essaye finalement de comprendre ton point de vue pour pouvoir avoir une discussion qui aboutisse en fait à un compromis ou à une solution. Je pense que ça, c'est hyper important. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qui sont pourtant absolument nécessaires dans la vie de l'entreprise, dans la vie de la société. Et tout ça, c'est des choses, à mon sens, de bon sens, en quelque sorte, qu'il faut réintroduire en fait dans l'école publique. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Donc aujourd'hui, on disait, donc tu investis, une activité d'investissement. Ta thèse d'investissement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu regardes? Alors moi, je regarde les secteurs privilégiés dans lesquels j'investis, c'est l'éducation, la santé et l'impact, bien sûr. Et pourquoi la santé, l'éducation, l'impact? Bon, l'impact, on l'a dit, pour moi, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Et donc, j'essaye d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions pour demain. Et la santé, l'éducation, on en a touché 2 mots. Je pense que c'est crucial et que finalement, le PIB futur de notre pays passe et le succès de nos entreprises dépend de l'éducation qu'on apporte à nos enfants, à nos jeunes, et puis ensuite en continu aux adultes. Et donc là, j'ai envie d'impacter, de pouvoir en fait avoir une influence. Et la santé, pour moi, c'est le truc fondamental finalement. C'est si t'es pas en bonne santé, de toute manière, ça sert à rien de faire quoi que ce soit d'autre. Comme avec le digital, l'intelligence artificielle, on a quand même énormément de nouvelles potentialités. Voilà, c'est un secteur que je trouve extrêmement passionnant, et du coup, même si je comprends pas toujours tout, j'essaye d'apprendre et de comprendre et d'investir. Je vois que l'heure tourne, je vais te poser peut-être une dernière question. L'équilibre vie pro, vie perso des dirigeants. On voit de par ton parcours, on s'imagine que, et tu le disais, il faut beaucoup bosser, etc. On voit qu'il y a quand même une évolution aujourd'hui dans les mentalités, probablement certains sacrifices que des jeunes ne se voient plus forcément faire. Comment est-ce que toi tu l'as géré, et avec le recul, est-ce que t'estimes l'avoir bien fait? Ouais, non, moi j'ai mal géré. Et mon époux me disait toujours que ça allait pas, et je l'écoutais jamais, parce que j'étais investie d'une mission qui me dépassait, et finalement en fait ça m'occupait jour et nuit quasiment. Et je me suis rendu compte après coup, en sortant de l'entreprise, que probablement on aurait pu éventuellement faire un peu différemment, et en priorisant encore plus, en ayant des choix encore plus radicaux. Ça, j'ai appris chez Criteo aussi, au contact de Jean-Baptiste Rudel. Lui, il fait des réunions de max une demi-heure. Et en une demi-heure, c'est vrai que tu peux traiter les mêmes sujets qu'en 1 heure, en fait, avec beaucoup plus d'efficacité. Donc finalement, ta journée, au lieu de la découper en 8 fois 1 heure, tu la découpes en 16 fois une demi-heure. Tu as déjà réussi à faire 2 fois plus de choses que ce que tu faisais en 8 fois 1 heure, quoi. Voilà. Après coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'en termes d'organisation personnelle, j'aurais pu m'allouer un tout petit peu plus de temps pour faire du sport, pour être un peu plus avec ma famille, mes amis, en m'organisant différemment. Mais après coup, c'est pour me donner bonne conscience. Je me dis que ça aurait certainement pas été avec les mêmes résultats. Mais j'observe quand même, en fait, des générations un peu plus jeunes que moi, qui ont 10-15 ans en moins que moi, qui s'organisent de cette manière, qui arrivent à avoir plus de temps pour eux-mêmes et pour leur famille. Et je pense que c'est quand même important d'avoir un équilibre vie pro perso qui est le meilleur possible. Et donc je comprends ces nouvelles générations, et je les admire, parce que je trouve qu'elles gèrent mieux le sujet que ma génération, ou que moi en particulier.
Nathalie, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très très inspirant. Puis je te souhaite le meilleur pour la suite, à la fois dans tes fonctions d'investisseur et puis dans le temps que tu passes avec ta famille. Voilà. Et à tous qui nous écoutez, merci. J'espère que vous aurez trouvé ce podcast inspirant et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.